suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Acheter sa résidence principale est, d'un point de vue purement financier, en général, une mauvaise idée. Mais, et il y a bien un mais, j'ai identifié 4 exceptions à cette règle. Donc, dans cet épisode, nous allons voir les 4 cas de figure où acheter sa résidence principale n'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais par contre, si jamais vous ne vous reconnaissez dans aucune de ces 4 exceptions, vous saurez ce qu'il en est. Ça veut vraiment dire qu'acheter la résidence principale n'est pas une bonne idée pour vous. Alors, on attaque directement avec la première exception. La première exception, ce sont les personnes qui sont tout à fait incapables de faire des économies. Ça peut être pour 2 raisons, soit parce que vous avez des revenus qui sont clairement beaucoup trop faibles par rapport à votre niveau de vie et que c'est pour vous strictement impossible de faire des économies. Ou le deuxième cas, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut peut-être gagner très bien votre vie, mais votre tempérament fait que vous dépensez systématiquement tout ce que vous gagnez ou quasiment tout. Donc dans ces 2 cas de figure, le fait est que vous n'avez aucune économie. Et pour ma part, je ne recommande pas de faire de l'investissement locatif quand on n'a pas d'économie de côté. Parce que moi, clairement, c'est le coup à être absolument pas serein du tout. Et comme notre politique, c'est d'être un investisseur serein, vraiment, je n'encourage pas à vous lancer dans des investissements si vous n'avez pas un matelas de sécurité suffisant. De ce fait, l'achat d'une résidence principale est pour vous une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'acheter votre résidence principale, c'est que au lieu de cramer du loyer qui part en fumée tous les mois, en fait, votre mensualité va être une sorte de loyer déguisé qui va en réalité correspondre à une épargne forcée de votre part, car au sein de la mensualité, vous avez le remboursement de capital qui, lui, est clairement un enrichissement. Donc, vous allez parvenir à augmenter votre richesse grâce au fait que vous remboursez le capital de votre bien et c'est l'équivalent d'une épargne. En plus de ça, c'est parfait pour votre profil parce que c'est une épargne qui est parfaitement non liquide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être tenté par piocher dedans étant donné qu'elle est matérialisée par de la pierre et que vous habitez dans cette pierre. Voilà. Donc ça, c'était la première exception. La deuxième exception concerne des personnes qui ont une faible capacité d'endettement et qui ne se voient pas se lancer en locatif et qui aiment bien faire des travaux, qui ont le réseau nécessaire pour faire des travaux peu chers ou bien ils sont eux-mêmes capables et motivés à faire des travaux d'amélioration de leurs biens. Dans ce cas, moi je recommande pour ces personnes la stratégie de l'achat, rénovation, revente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez acheter, même si vous avez une faible capacité d'emprunt, vous pouvez acheter une résidence principale avec beaucoup de travaux à faire à l'intérieur, parce que, en général, les personnes n'aiment pas trop les travaux, même en résidence principale. Donc ça fait que vous vous positionnez sur un marché où vous pouvez négocier le prix d'un bien de façon intéressante. Vous achetez pas trop cher. Vous rénovez également en utilisant votre temps et éventuellement pour peu cher. Il faut évidemment que lorsque vous faites ces rénovations, vous ayez un esprit d'investisseur dans le sens où vous devez penser à la revente. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire une cuisine qui est très bien, mais juste parce que vous adorez le rouge, ça vous oubliez. Le but, là, c'est de vraiment penser à faire des travaux qui vont augmenter la valeur du bien à la revente. Par exemple, rajouter une salle de bain à l'étage s'il n'y en a pas, des fois, ça peut être très pertinent et ça augmente clairement la valeur d'un bien. Parce que vous allez toucher des familles qui vont vouloir une salle de bain à tous les étages.
Ou bien, par exemple, vous pouvez faire des ouvertures pour agrandir des pièces, vous cassez des murs pas porteurs, ou porteurs si jamais vous êtes vraiment bon en travaux, et vous faites du coup des pièces plus grandes qui vont augmenter également la valeur perçue du bien. Vous pouvez également réutiliser des espaces qui sont non exploités pour les réaménager et augmenter la surface habitable. Bref, vous avez plein de techniques pour faire des travaux et augmenter la valeur de votre bien. Et dans ce cas, vous faites achat, rénovation et revente, vous optimisez bien votre revente et la plus-value que vous allez faire sur cette vente ne sera pas imposée, comme il s'agit de votre résidence principale. Cette stratégie va vous permettre tout doucement de faire grossir votre patrimoine et tout doucement, du coup, à chaque revente, de pouvoir vous permettre de viser un peu plus haut, un peu plus fort et de devenir un peu un spécialiste du marchand de biens, mais vous faites ça bien après bien pour ne pas payer l'impôt sur la plus-value. Maintenant, la troisième exception, c'est pour moi l'exception où vous êtes sur un quartier qui est peu demandé et que si vous louiez le bien, le loyer serait bien supérieur à la mensualité que vous allez payer pour rembourser le prêt. En fait, cette logique, c'est comme si vous étiez un investisseur, que vous voulez acheter un bien très rentable dans un quartier qui vous plaît aussi à vous, et finalement, au lieu d'y mettre un locataire qui aurait payé un loyer bien supérieur à la mensualité que vous allez payer tous les mois, et bien finalement, vous décidez que ce sera vous-même le locataire. Et donc oui, là d'un point de vue mathématique, votre investissement est quand même rentable parce que votre mensualité est bien plus faible que le loyer que vous auriez payé pour le même bien. Ok ? Le ratio en général qui est la limite de l'autofinancement et qui est pour moi le point où vous savez que vous êtes sur une bonne affaire, c'est que si vous avez un loyer à 1 000 €, votre mensualité doit être à 700 €. Donc si vous achetez un bien pour une mensualité de 700 €, à ce moment-là, le loyer de ce bien doit être au moins de 1 000 € par mois. Ok, ça c'est un peu la règle générale qu'il faut avoir en tête. Petit aparté, il ne faut surtout pas tricher en baissant votre mensualité artificiellement en ayant mis de l'apport. Parce que ça, c'est de la triche et on peut en effet améliorer une affaire en mettant de l'apport, mais ça veut dire que votre bien au départ n'était pas si rentable que ça si vous devez faire ça. Est-ce que c'est clair ? Bon, on passe à la 4e exception. La 4e exception, vous êtes tout simplement déjà plus qu'à l'aise financièrement. Vous avez déjà fait de nombreux investissements qui vous rapportent des revenus passifs, vous vous sentez parfaitement en sécurité, vous avez peut-être déjà de l'investissement locatif et vous avez en plus de bons revenus de votre travail. Vous n'êtes pas obligé de cocher absolument toutes les cases, mais en gros l'idée c'est que vous êtes complètement blindé et que vous êtes prêt à faire un achat plaisir totalement assumé. Vous savez pertinemment que financièrement votre résidence principale est coûteuse et que vous feriez mieux d'investir ailleurs dans beaucoup plus rentable, mais vous assumez, c'est pour le plaisir. Vous pouvez vous le permettre et donc vous achetez une résidence principale qui va vraiment être un coup de cœur et c'est comme ça, c'est comme une grosse dépense. Et vous savez que c'est dans cette catégorie-là que vous placez cet investissement. Ce n'est pas un investissement rentable, c'est un investissement plaisir. Juste avant de finir, je vais vous récapituler les 4 exceptions. La première exception, c'était pour les personnes qui sont incapables de faire des économies et donc le fait d'avoir enfin une mensualité, ça leur permet d'avoir une épargne forcée. La deuxième exception, ce sont les personnes qui sont motivées pour faire de l'achat-revente en faisant de la rénovation par eux-mêmes et bénéficier de l'exonération de l'impôt sur la plus-value. La troisième exception, ce sont les personnes qui cherchent dans un quartier extrêmement rentable et donc c'est comme s'ils faisaient un investissement et étaient leurs propres locataires. Et la dernière exception, ce sont les personnes qui sont déjà très aisées et qui assument totalement l'achat plaisir et ils savent parfaitement que ce n'est pas rentable de faire cela, mais ils le font quand même. Voilà, donc si vous ne faites pas partie d'une de ces 4 exceptions, je vais vous annoncer la triste vérité. Acheter votre résidence principale n'est pas une bonne idée,
d'un point de vue purement financier. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, écrivez-le en commentaire. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles. À bientôt!